au mois de septembre 2007. Le matin, je me réveille, je paie un papier duplicateur. J'ai dit à la femme de mon ami là que je vais aller postuler dans cette radio. J'ai fait une demande d'emploi. Sur mon CV, il y avait pratiquement rien à part les études. Il y avait pas cette histoire d'expérience ou quoi. Je dépose cette lettre. J'avais pas de téléphone. Il fallait commencer à passer pour demander la suite. On m'a dit que le directeur, il vient généralement le soir. Présente-toi à 17h. Aujourd'hui, on fera tout pour que tu le voies. Après pratiquement une semaine, j'ai rencontré le directeur. Je le trouve assis à côté de lui, les directeurs de programme. Ils essayent de me poser quelques questions. Je réponds, mais ils me disent, tu préfères la production, la rédaction? Je dis, je préfère trop la production parce que la rédaction, c'est encore beaucoup de choses. Ils m'ont dit, il est 17h15. Tu passes à l'antenne, tu nous fais une animation de 15 minutes. On va voir ce que ça donne. En direct. En direct. Je suis allé voir les régisseurs, j'ai demandé un instrumental, j'ai dit on communique. Je commence mon animation et eux étaient en train de me suivre là. C'était pour 15 minutes. 5 minutes avant, je vois les directeurs de programme entrer de l'autre côté de la baie vitrée à la régie. Il me fait signe. Je sors, je le rejoins et il dit on t'ajoute, tu peux aller jusqu'à 17h55, le temps que le journal commence à 18h juste. Il m'a pas dit que c'était bon. Mais moi, quand je suis rentré au studio, je me suis dit, ces gens m'ont donné 15 minutes. Et ils viennent, ils ajoutent encore. C'est que ça va quand même. C'est bon, c'est bon. Et on m'a même permis d'ouvrir les téléphones. Et les gens appelaient. Le même jour. Le même jour. Où les directeurs t'ont reçu. Le même jour. Les gens ont commencé à appeler. Je demande telle chanson. OK. J'appelle depuis tel quartier. OK. On met la chanson, j'anime. On met la chanson, j'anime. Je sors du studio. Le directeur, j'ai compris ces jours-là, il voulait même me faire un câlin, mais j'ai compris qu'il avait beaucoup de charisme. Il me serre la main, il me dit assis-toi. Il a dit bienvenue dans notre famille des Gracias. Tu décides à un moment donné de quitter Kasumbalesa pour le Bumbashi, toujours dans le même domaine, où tu travailles cette fois-là avec Malaika directement. Comment s'est passée cette transition pour toi? Aujourd'hui, je reçois un homme qui a choisi de dire la vérité dans un environnement où parfois dire la vérité peut coûter la vie. C'est un journaliste engagé. Il est responsable de la chaîne Route Principale que vous suivez sur plusieurs réseaux sociaux. Il a connu ses difficultés, subi ses pressions et récemment, il a même frôlé la mort dans l'exercice de son métier. Mais malgré tout cela, il a continué sa mission. Une seule question se pose. La vérité mérite-t-elle que l'on risque sa vie? Bienvenue sur Afrotalk. Je reçois pour vous aujourd'hui Hervé, le principal. Bonjour Hervé et bienvenue. Bonjour Mardochi. Merci. Alors, Hervé, comment vas-tu et surtout comment tu te sens? Je vais très bien. Je voulais rectifier une chose. Je suis responsable de Le Principal TV. Le Principal TV. Le Principal, c'est le nom de mon émission. De l'émission. Phare de Le Principal TV. Alors Hervé, moi j'aimerais déjà te dire que c'est un plaisir de te recevoir sur Afrotalk. Franchement, ça faisait quand même longtemps que je voulais te recevoir ici. Je crois que les derniers rendez-vous avaient raté à cause de votre déplacement sur Kinshasa. Oui, j'avais reçu votre invitation. D'abord, merci pour la marque de considération. Et 2 jours après que j'ai reçu l'invitation, j'ai été appelé d'urgence dans la capitale pour une mission de service qui m'a pris pratiquement 1 mois et quelques jours. Et déjà, à mon arrivée, je m'étais dit qu'il fallait que je puisse répondre favorablement à votre appel ou à votre invitation. On se sent très honoré. Merci beaucoup. Hervé, on va commencer très fort. Ensuite, on va ralentir après. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là où tout a failli s'arrêter dans cet incident à Kolwezi? Je me retrouve à Kolwezi en mission de service parce que vous le savez, moi, je suis dans l'événementiel et dans la communication. J'étais allé pour la production de Maman Biliabel le 8 mars. Le 8 mars est passé, on a eu une autre sollicitation où il fallait qu'elle joue le 13. Donc, le 8, j'étais quelque part chez un ami où on était en train de faire les comptes rendus de la production du 8 mars. En quittant là-bas, il fallait que je rentre à mon hôtel pour aller me reposer un tout petit peu parce qu'on avait rendez-vous avec Maman Biliabel et les autres pour faire l'évaluation de la production et aussi recevoir l'artiste dessinateur qui avait mal fait les portraits de Maman Biliabel, tout ça. Alors, en quittant l'espace où j'étais, chez New Rotana, c'était une embuscade qui est arrivée. C'est facile à expliquer, mais
Je suis surpris que tout était parti dans tous les sens avec ce que je suivis sur les réseaux. Seul moi et ceux qui étaient sur place pourront avoir la vraie version. Donc, je suis sorti sur une avenue secondaire pour entrer sur la principale. J'avais un très long véhicule, hein, c'était une Tundra. J'entre sur la principale, de part et d'autre, j'ai vu des véhicules qui m'ont donné les passages. Et comme d'habitude, vous le savez, avec nos amis motards, où je rencontrais à quelques mètres de moi le tricycle qu'on appelle Petita ici chez nous. Petita, oui. Je l'ai vu à quelques mètres de moi. Et comme j'étais à mon deuxième coup de gaz, vous savez, pour ceux-là qui conduisent ces genres de véhicules, ils peuvent bien comprendre ce que je dis. Je suis entré sur la principale, deuxième coup de gaz, je vois les messieurs devant moi. Je me dis, non, bon, il va finir sa course dans ma voiture. Je l'esquive, je prends ma droite, où j'ai parti. Il y avait une canalisation. Et voilà, les pneus partis là-bas, les véhicules a perdu de l'équilibre, les messieurs est passé. Alors, il fallait que je puisse me sauver. Je pouvais pas aller finir dans les kiosques qui étaient juste à ma droite. En rentrant sur la principale, je rencontre un autre obstacle. C'est un taxi qui venait aussi en doublant les véhicules qui étaient dans la position normale. Ben, je me suis dit, bon, si je continue à faire ces mouvements, je risque de finir très mal. J'ai vu, il y avait une ici, il y avait un espace vide qui allait dans le sens contraire. J'ai braqué les volants. En allant dans le sens contraire, je suis allé maintenant finir la course. Je suis allé en collision avec un motard qui avait, lui, dépassé, mais cette fois-là, à droite des véhicules qui étaient sur la principale. Lui, il était, voilà, à côté, dans la servitude, en train de venir avec un client, tout en vitesse. Donc, moi, cherchant à me sauver, je suis allé voir cet obstacle. Je l'ai pris. J'ai vu comment j'avais tamponné quelqu'un et le véhicule s'est arrêté. La première impression que j'ai eue dans les véhicules, c'est parce que j'ai senti que c'était un choc très dur. Je me dis, si c'est arrivé que je tue quelqu'un, ben voilà, j'ai pensé à ma mère. Je n'étais pas encore descendu de la voiture. Ma mère, elle a 70 ans. Elle est pleine d'émotions. Elle m'aime beaucoup. Elle ne veut pas que les mal nous arrivent. J'ai dit, si maman voyait ça, donc elle risque de mourir sur le champ. J'avais mon grand frère aîné qui était hospitalisé aussi, qui était gravement. Donc, ces deux images sont venues dans ma tête et bon, j'ai versé de larmes et puis je me suis dit, je dois descendre. Et en ce moment-là, je voyais des gens qui filmaient de partout. J'ai enlevé ma ceinture, j'ai pris mon téléphone, je suis descendu. La première impression que j'ai vue, c'était quelqu'un mort. La personne que j'avais tamponnée. Le motard. Alors, les motards, j'ai demandé aux gens de m'aider pour qu'on le prenne. Voilà, moi, j'ai pas cette culture-là des fuir, bien que ici, chez nous, pour sortir vie sauve, il faudra peut-être fuir, parce que la justice populaire, lorsqu'elle s'invite, elle n'a pas de conseiller. Donc, j'appelle les gens pour qu'ils m'aident. Les mêmes personnes que j'appelais, au lieu qu'on prenne l'accidenté, et ils se sont pris à moi. Et laissez-moi vous dire que c'était pas une blague, c'était pas un scénario, une mise en scène. Je me suis vu en train de partir parce que j'ai eu des coups. Ils m'ont sérieusement tabassé. Oh là là. Ils m'ont sérieusement tabassé. Je suis en train de demander à ce qu'on puisse évacuer l'accidenté. J'ai tout accepté. J'ai dit, alors, amenez-moi à la police. On doit voir la personne qui est là. Et puis, à la police, je vais tout assurer. Alors, quelqu'un ne m'écoutait pas en ce moment-là. J'ai entendu les gens qui criaient à l'essence, amenez les pneus, amenez l'essence. Il y avait des gens qui me filmaient. Curieusement, c'est des gens qui me connaissaient. Ils filmaient, m'appelant par mon nom. Hervé Kalonji, Hervé le principal, Okumalaïka, tout ça. Il a fait l'accident. Et des personnes qui n'intervenaient pas, qui vous connaissaient, mais qui n'intervenaient pas. J'ai vu un monsieur, j'ai vraiment une image en tête. J'ai vu un monsieur qui est venu. Il était descendu du bus. Il avait une tenue, si pas des camo ou de KCC. Il était là en train de chercher à me sauver. Alors, les deux messieurs ou les trois qui me tenaient ne voulaient pas. Il y a eu des gens de l'espace Rotana où j'étais, parce que c'est le staff de mon ami. Je suis plutôt partenaire là-bas. Ils sont venus, j'ai vu des tiraillements. Et du coup, bon, quand j'ai vu des gens venir avec des moellons, des bâtons, j'étais vraiment presque abattu.
Et c'est ça, c'est mucho, mais ainsi de suite. J'ai demandé au monsieur qui m'était né dans les habits, j'ai dit, écoutez, aidez-moi à fuir, s'il vous plaît. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Parce que là, je vois que je suis devant la mort. L'un d'eux était d'accord, l'autre n'était pas d'accord. Et finalement, Dieu m'a aidé. Ils étaient d'accord à m'aider à partir à la police. On est parti, on a trouvé un tricycle où on est monté et puis un colonel, on a vu un bus qui s'est arrêté devant nous. Quelqu'un s'est présenté comme étant colonel. Il a demandé à ce que je monte dans son véhicule. Il m'a pris, il m'a amené à la police. Je suis arrivé à la police, voilà, comme toute procédure normale. Il fallait qu'on m'entende sur PV, il fallait qu'on aille d'abord faire les constats sur le terrain, qu'est-ce qui s'était arrivé, et puis après les constats, voilà, on m'a entendu sur PV, normalement, et l'OPJ m'a dit, on doit attendre voir la suite des blessés. S'il y a mort d'homme, c'est une autre procédure. S'il n'y a pas mort d'homme, c'est encore une autre. Donc, on doit attendre jusqu'au matin. J'ai été gardé au cachot. Le matin, l'OPJ est venu, il est parti, il a fait les constats, il est parti à l'hôpital. Il s'est rendu compte quand il m'a ramené la nouvelle, parce que moi, j'avais en tête de quelqu'un mort. Jusqu'à là, personne ne m'avait pas dit que il était vivant ou ils étaient vivants. Moi, c'est que j'ai entendu sur les réseaux, Hervé a tué quelqu'un, Hervé a tué quelqu'un. Là où j'étais au cachot, il y avait des gens qui suivaient tous ces vidéos. Alors, j'étais sous ces traumatismes. Le matin, l'OPJ vient, il va faire le constat, il revient pour dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Il y a eu 3 blessés, 2 c'est des blessés légers. D'ailleurs, on avait déjà payé pour eux, ils ont même quitté l'hôpital. Il y avait un seul qui avait une fracture au niveau de la jambe, alors il fallait attendre la radio, tout ça, pour qu'on puisse définir la blessure. Alors là, j'ai glorifié mon Dieu. J'étais entouré de mes petites sœurs et des amis qui étaient là. J'ai glorifié Dieu. Et par la suite, l'OPJ m'a dit, il faut que tu fasses un acte de reconnaissance. Tu dois assurer, voilà, les soins. Tout ce qui va avec, amende, tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème, gloire à Dieu. Je suis resté encore un peu au cachot, le temps pour mes proches de faire toute cette procédure. Ils sont allés payer l'amende. Ils ont fait l'acte d'engagement au niveau de l'hôpital. Ils ont payé déjà les factures en avance. C'était parti comme ça. Les seuls blessés qui étaient restés a été prise en charge. Je suis en train d'ailleurs de parler avec eux parce qu'à un moment, ils avaient décidé d'aller suivre les soins traditionnels. Donc, ils étaient chez eux à la maison. Je parle avec son grand frère. J'envoie quelques frais qu'on demande pour le soin. On m'a dit qu'il est debout. Il marche très bien. On me l'a passé au téléphone. On a parlé. Et dans tout ça, je me dis, Dieu était au rendez-vous parce que ce jour-là, Hervé s'est repris en braise ou en cendre sur ces lieux-là. Donc, on glorifie Dieu et on dit merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus de près ou de loin dans ces moments-là qui étaient très, très, très difficiles. C'est un traumatisme dont vous ne pouvez pas calculer les niveaux. Donc, je me suis en sorti comme ça. Il n'y a pas eu de mort et moi-même, je suis pas mort. Dieu merci. Hervé, cette histoire est très touchante. Je pense que c'est la première fois que vous en parlez d'une manière aussi détaillée. Mais à ce moment actuel, lorsque vous faites face, lorsque tu fais face à la mort, à ce moment précis, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Quelle est la pensée qui est plus présente dans ta tête à ce moment où tu es tiré de partout et tu fais vraiment face à la mort? Moi, j'ai été vacciné dès le bas âge. J'ai une histoire très sombre et très choquante. Qu'on va parler tout à l'heure. Donc, dès le bas âge, ce que j'ai vu dans ma vie m'a déjà donné un cœur dur. J'ai dit que je suis vacciné, donc j'attends la mort à tout moment. Je me dis, je peux partir à tout moment parce que quand j'ai vu mes proches partir, sans tomber malade, sans souffrir à l'hôpital, en train de partir, je me dis, Hervé peut partir demain ou après-demain. Mais dans quelles circonstances? Pas dans une circonstance où c'est la justice populaire qui s'invite.
Moi, je pense que c'est quelque chose, beaucoup de gens, au lieu de se moquer de ce qui était arrivé, parce que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les soutiens étaient pratiquement à 35 ou à 40%, et les 60%, c'était des gens qui prenaient ça comme une arme pour m'affaiblir. Et voilà, mourir dans les mains des gens parce que les gens ont décidé de te brûler. Pourquoi? Parce que tu as fait un accident. Je me pose la question, qui a déjà quitté chez lui un certain matin et a programmé un accident? Et dit aujourd'hui, je vais aller au marché. Après les marchés, je serai au bureau. Après les bureaux, je serai à l'église. Après l'église, j'irai faire l'accident sur le poids lourd. Personne ne programme ça, bien que ça soit dans n'importe quelle circonstance. Mais moi, c'est arrivé comme ça. Si c'était dans une contrée où je pouvais pas être reconnu, ça allait être autre chose. Les gens qui te connaissent, ils t'appellent par ton nom. Comprenez? Ils savent qui tu es. Journaliste, Hervé le principal, Hervé Kalonji. Mais ils veulent quand même te tuer. Ils vont payer l'essence pour t'asperger et mettre les feux sur toi. Donc, en ce moment-là, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est c'est de demander la protection de Jésus. Moi, je suis un chrétien affermi. En tout cas, c'est Jésus-là m'avait écouté ces jours-là et j'ai encore une fois confirmé la parole qui nous dit en toutes circonstances, nous devons recourir à notre Dieu parce que c'est lui qui protège, c'est lui le maître. Donc, il m'a sorti dans cette histoire. Mourir, on peut tomber, on dort, on meurt. Et voilà, on est assis quelque part, on tombe, on meurt. C'est Dieu seul qui connaît ces mystères-là. Mais voir comment tu es en train de mourir, les gens te tapent. J'ai vu un jeune garçon venir avec un moellon qui voulait me taper comme ça de face. C'est pas possible. Et c'est le monsieur là de Camoa que je continue à chercher jusqu'à aujourd'hui, qui l'a un peu bousculé et le moellon est tombé juste devant moi. Et il y avait des coups de pierre qui venaient de partout. Il y avait des coups de bâton, ainsi de suite. Alors, se voir mourir, ça n'a jamais été souhaitable. Vaut mieux que la mort te surprenne. Tu fais un accident et t'es parti, au lieu que tu sentes la souffrance et la douleur, tu te vois en train de partir. Donc, tu n'as pas le temps de dire au revoir, tu n'as pas le temps de laisser un petit mot, tu te vois calciner et puis c'était traumatisant, c'est très choquant, mais c'est arrivé. Moi, je pense que les gens pouvaient se saisir de cette occasion pour beaucoup plus sensibiliser la population et les gens qui pensent que l'accident, c'est quelque chose qu'on fait expressement et on doit tuer celui qui a fait l'accident. Mais non, il n'y a aucune loi qui nous le permet. Eh bien, donc, si quelqu'un fait un accident et reconnaît, prenez-le, amenez-le à la police. S'il y a mort d'homme, la police sait quoi faire. Si la personne sera emprisonnée, faire je ne sais pas combien d'années, c'est à la police ou à la justice de décider. Si la personne n'est pas morte, on vous demande de prendre en charge, vous prenez en charge. Et vous êtes quitte. Il y a des gens qui font les accidents et fuient. Je venais de traiter le cas d'une dame qui est hospitalisée ici, qu'on a tamponné au niveau de 30 juin qu'il est la Balanda. Le gars qui l'a tamponné est en fuite jusqu'aujourd'hui, mais la dame est en train de souffrir à l'hôpital. Il n'y a pas une prise en charge. Eh bien, donc, pour quelqu'un qui reconnaît et dit, je connais les forfaits que j'ai faits. Donc, protégez-moi. Amenez-moi dans les mains de services de sécurité ou de la police qui saura quoi faire par la suite. Je pense que c'est quelque chose à décrier. On a perdu des gens comme ça dans notre pays et même ici dans la ville de Lubumbashi où on a vu, surtout avec nos amis motards, lorsqu'il y a un incident, même si c'est les motards qui a l'erreur. Donc, lorsque ces amis viennent, le premier réflexe qu'ils ont, Totumba Mutuka, et lorsqu'une personne crie, c'est parti, la foule n'a pas d'âme, c'est le feu, le carburant. Les véhicules et la personne sont partis. J'ai vu un papa qu'on a brûlé comme ça sur l'avenue Likasi, non loin de l'église méthodiste. Mais il a laissé toute une famille derrière. Et les motards n'étaient même pas morts. Il n'était même pas fracturé, juste des blessures. Et c'était les motards qui étaient allés finir la course dans sa Jeep. Imaginez-vous en plus. Mais ses amis sont venus sans poser de questions. Ils ont mis les feux sur le véhicule et les messieurs et les véhicules, tous partis. Une vie part comme ça parce que... Alors Hervé, je pense que les responsables qui nous entendent reçoivent un message fort de par cette histoire. Je vais vous poser une question assez différente.
Tout à l'heure, on va revenir sur le fait que vous avez vu ou tu as vu de personnes que tu connais ou de personnes qui te connaissent, qui t'appellent en ton nom, qui sont là, qui sont censés intervenir, mais qui ne font rien. Je te demanderai tout à l'heure de me donner l'une des leçons que tu as tirées de cet événement. Mais avant d'en arriver là, si ce jour-là aurait été la fin de ta vie, qu'est-ce que tu regretterais, Hervé, de n'avoir pas fait? Non, écoutez, il me reste à faire beaucoup de choses. Je suis sur un projet très important, c'est d'honorer mes parents, particulièrement ma mère, qui totalise ses 70 ans, c'est 1er octobre. Et imaginez-vous que j'étais parti ces jours-là. J'ai créé une société il n'y a pas très longtemps, le Principal Facility, qui est en train de voir le jour, que je suis en train d'installer et qui n'a pas vraiment encore tenu. Il y a des gens derrière moi qui croient en moi, qui pensent que cette société ira de l'avant. Imaginez que j'étais parti ces jours-là. J'ai un vœu que j'ai déjà fait avec Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a beaucoup aidé notre famille. À l'an 2023, j'avais fait un vœu. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes l'argent, je vais construire un temple pour ces pasteurs ici. Même un temple de 100 personnes, que ça soit petit, mais que je construise quand même quelque chose. Alors imaginez que je sois parti ces jours-là. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai déjà promis aux gens, surtout à ma famille que j'aime beaucoup, parce que nous avons passé des moments très, très, très difficiles. Je leur ai dit, Dieu m'a quand même aidé de sortir la tête. Dieu m'a donné tous ces carnets d'adresses que j'ai, ces petits succès que j'ai, mais laissez-moi vous honorer. En tout cas, acceptez que je sois les Moïse de cette famille, laissez-moi vous honorer. Alors imaginez-vous que ces messieurs-là, les Moïse de sa famille, la famille Founi, est parti ce 12 mars 2026 dans ce genre de circonstances. Qui aurait le courage de venir bander la plaie de tous ces membres de ma famille? Donc, bon, c'est arrivé. Excusez-moi, je m'étais dit et j'avais reçu beaucoup de conseils pour ne pas parler de cette histoire. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ouvre les cœurs pour en parler parce que c'est choquant. Ce traumatisme n'est jamais parti. Jusqu'aujourd'hui, il y a des effets que j'ai sur mon corps suite à ces coups que j'avais reçus là-bas. Des effets bizarres, bien que j'étais passé par des soins appropriés, mais il y a quand même encore des choses qui sont restées. Dieu ne l'a pas permis et je le glorifie et je pense que tout ce qui arrive aux enfants de Dieu concourt à ce qu'il aime. Nous qui l'aimons, je pense que c'est une autre étape de la vie. C'est une autre étape de la vie que nous entamons et avec succès, beaucoup de courage. Hervé, nous te souhaitons un très bon rétablissement, sincèrement. Chaque fois quand tu parles dans tes interventions, tu parles très souvent de ta mère. Très souvent. J'ai quand même suivi quelques des interventions où le nom de maman revient, mais c'est vraiment un nom que vous portez avec beaucoup d'émotion. On reviendra sur l'histoire avec maman tout à l'heure. Tu sors de cette tragédie. Quel type d'homme tu deviens après cette tragédie et quelles sont les leçons que tu tires de ces moments que tu as vécus? Au début, j'ai voulu prendre une mauvaise décision de me retirer, de devenir haineux parce que je devais haïr des gens. Il y a des amis, bon, je les appelle pas amis, il y a des proches de personnes qui ont créé même des comptes fictifs. Il y a des gens qui ont pris ces vidéos-là, ils en ont fait une arme massive de destruction. Dans le groupe WhatsApp, c'était des débats où les gens riaient. Pourquoi? Parce que la vidéo qui était partie en premier, il y avait ces messieurs qui disaient « Hervé, Anao Amontoir, quoi mon Lévi ?» Je comprends. Quelqu'un qui arrive, il filme et il dit « Arquoi mon Lévi ?» Tout le monde a cru à cette histoire. J'ai vu, on m'a caricaturé avec des bouteilles d'alcool. Arquoi mon Lévi, ça veut dire qu'il était ivre, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le swahili. Voilà, excusez-moi. Je me connais. Je connais mon mode de vie. Mes proches le savent. J'ai fait un accident à 16 heures. Je ne vois pas Hervé à 16 heures. Je ne refuse pas que je prends l'alcool. Il arrive que je prends l'alcool. Mais à 16 heures,
Moi, je suis un travailleur. Ceux-là qui me connaissent peuvent le témoigner. En journée comme ça, vous ne me verrez pas, moi, en train de prendre de l'alcool. Au moins que ce soit un dimanche, je suis en famille. Je sais que j'ai pas des rendez-vous, j'ai pas avec mes frères. On est à la maison, on partage. Mais en semaine comme ça, c'est les boulots. On prend après les boulots. Ça, je l'ai appris de mes mentors. On prend après les boulots. Parce que je peux avoir le rendez-vous à tout moment. Vous m'invitez dans votre bureau à 16h et je me présente. J'ai déjà pris un verre. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Eh bien, donc, c'est des aspects que nous essayons de respecter dans la vie ou dans notre parcours pour se faire respecter aussi. Alors, tout le monde a pris cette parole et c'était parti comme ça. Pour eux, c'était une façon de me détruire, de critiquer. Alors, la première intention que j'avais, je quitte Kolwezi, je rentre chez moi, je m'assois avec ma mère. Elle revient toujours, parce qu'elle est dans ma vie de tous les jours. Ma mère a beaucoup pleuré, et puis on a commencé à parler. Elle me pose une question, elle a dit, Hervé, en suivant ce que tu fais, apparemment tu aimes beaucoup les gens. Est-ce que les gens ne t'aiment pas? Comment tu évalues les retours de l'attachement ou de l'amour que les gens ont envers toi? C'était une question difficile pour moi. J'ai dû lui demander pourquoi. Il a dit, c'est que j'ai vu sur les réseaux. En tout cas, ça me dépasse. J'avais fondu en larmes. Je suis entré dans la chambre. Je ne voulais plus continuer avec elle cette discussion. Imaginez l'image que ma mère a et l'image du monde qu'elle a vu sur moi. Donc, c'était un contraste. Moi qui pensais que je faisais du bien aux gens. Moi qui pensais que je sers les gens. Il y a des endroits où moi, je m'efface. Je fais passer les gens devant. J'ai des problèmes chez moi. Je dors en famille. Mais je demande pour les affamer de l'argent auprès de mes connaissances. Et on leur donne l'argent. Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait des gens. Bon, c'est les mondes. Et tout ce qui m'a réconforté, quand j'ai commencé à récupérer, j'ai prié, j'ai lisé, j'ai prié. Il y avait des hommes de Dieu qui m'assistaient. J'ai pris l'exemple de Jésus lui-même qui était Dieu. Lui-même qui était Dieu, fils de Dieu, Dieu. Regardez ce qu'il a eu. Il a fait les miracles, il a fait manger les affamés, il a ressuscité les morts. Mais regardez les traitements qu'il avait eu. Je me suis dit, si Jésus lui-même a eu ces traitements, qui suis-je pour ne pas le recevoir? Une fois que j'avais réalisé cette parole, la force m'est revenue. Et je me suis dit, je ne prends plus aucune décision négative. Je continue à aimer les gens. J'ajoute même la dose sur l'amour que j'avais. Je continuerai à faire toujours le bien parce que c'est ces biens-là qui m'avaient protégé dans ces malheurs. Si j'arrête de faire le bien, donc je laisserai la porte ouverte au diable et il va m'affaiblir. J'ai renforcé cette qualité en moi et voilà, je suis bien. Je continue à fonctionner normalement. Je suis pas fâché contre quelqu'un, j'ai pas bloqué quelqu'un, j'aime tout le monde et je vis normalement avec tout le monde. Même ceux-là qui s'est moqué de moi. Ils viennent avec un sourire jaune. Je sais que toi, tu t'étais moqué de moi, mais je suis très bien avec toi. Voilà. Hervé, on dit que pour comprendre le présent, il faut avoir connu le passé. J'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on rentre dans le passé. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais comme déjà préparé à vivre les durs de la vie. Parle-nous un peu de ton enfance. Quel type de jeune étais-tu? Et ton entrée et la découverte de ta passion du journalisme, à quel moment ça a commencé? Est-ce que vous avez un mental dur pour supporter ce que je peux dire? Ou je peux vous épargner et être superficiel? Non, n'épargnez pas. Bref. N'épargnez pas, Hervé. Je suis né dans une très bonne famille, une famille aisée, d'un cadre de la GECAMINE. C'était dans la commune de Panda à Likasi. En 1990, mon père trouve une nouvelle fonction. On a quitté Likasi jusqu'à Lubumbashi. On est arrivé à Lubumbashi, on était très bien. Une bonne famille où le matin, on vous prend dans un véhicule, on va vous laisser à l'école. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez les petits déjeuners. Pas les petits déjeuners qu'on voit à la télé, les petits déjeuners bien chez vous le matin. Bien votre garni. Maman vous sert, vous mangez, vous allez à l'école.
Alors, cette triste histoire était arrivée, je ne sais pas si vous connaissez ces événements de 92-93, entre Katangé et Kasaïen, c'est arrivé. Bon, je vous épargne aux détails. On était obligé de changer de milieu parce qu'il y avait une pression sur nous et sur mon père. Nous sommes arrivés dans le Kasaï, où il y avait mes grands-parents qui étaient déjà partis parce que eux, à l'époque, ils étaient à Colosie. Quand ces histoires ont commencé, ils ont précédé là-bas et nous, on est partis. Mardoché, nous avons basculé la vie. On a quitté ici pour aller là-bas. À l'époque, je n'avais que 8 ans. J'ai appris à dormir en famille pendant 10 jours. 10 jours en famille. Voilà. J'ai pris la houe sur mes épaules à 8 ans. J'ai mangé le foufou de manioc qu'on appelle ici chez nous mouloutou. J'ai mangé ces foufous-là avec du sel seulement et prendre un gobelet d'eau et vous dormez. Et tout ça pendant plusieurs mois. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, pendant plusieurs mois. Vous ne voyez pas, mon père nous a dit, voilà, je vais vous déposer pour que vous soyez en sécurité. Moi, je vais rentrer pour travailler. Une fois que la situation s'éteigne, je viendrai vous chercher, on va revenir chez nous. Et en ces temps-là, mon père, cadre de la Gécamine, on était en train de préparer pour lui une très belle maison. Il fallait qu'on habite dans un quartier bien de cadre de la Gécamine. Et tout ça, on a laissé ça derrière nous. Il est allé nous déposer, mais en arrivant là-bas, il y a des gens qui l'ont conseillé pour dire que il pouvait pas rentrer pour travailler. Il fallait rester là-bas, faire les champs, ainsi de suite. Et il a écouté ses conseils et il est resté avec nous. Donc, vous étiez dans un environnement où vous regardez votre père assis là-bas, votre mère assise là-bas, toute la famille, vos grands-pères et les oncles, sans espoir. Qui va apporter à manger? Point d'interrogation. Personne n'y travaille. Et voilà que c'est parti dans tous les sens. L'histoire est très longue. Déjà à cet âge-là, j'ai reçu mon vaccin. Parce que voir un enfant de 8 ans qui t'ait fait 20-30 kilomètres à pied pour aller faire les champs, quitter à 6 heures, revenir, c'est pas parce que tu le veux, parce que tu étais obligé de partir. Vous n'avez pas l'espoir de rentrer à l'école. Qui va vous amener à l'école? Avec quels moyens? Alors, comme Dieu ne dort pas, les dieux des affligés, on a eu la chance de quitter là où on était. On est allé dans les grands centres, c'était en Bujimaï. On est arrivé dans la famille maternelle. Je fais un clin d'œil ici à ma tante Antoinette Bouteka et à mon oncle Jean-Claude Kabouya. Ceux-là qui étaient venus nous chercher là où on était. On est arrivé en ville. On a repris un tout petit peu l'espoir parce que on a vu qu'il y avait 2 modes de vie différents. On a commencé à bien manger le matin, le soir, et on attendait l'année scolaire. Et voilà, on pouvait aller déjà à l'école parce que voilà, c'était une bonne vie. Nous qui étions pratiquement dans la période de kwashiorkor, la période de malnutrition. Toutes les photos par moment que vous voyez des enfants de l'Est, tout ça enfamés, malades, ce ne sont pas des mises en scène, c'est des photos réelles et nous sommes passés par là. Et ben donc, Dieu nous a ramassés de là et on a repris le chemin de l'école. Mon père a réuni les courages, il a trouvé un petit boulot, mes frères sont venus et puis voilà, c'était toute la famille réunie. On a commencé à étudier, on a étudié. Bon, pas dans des très bonnes conditions, mais c'est des études où il fallait que vous accompagniez votre mère qui allait vendre la Saint-Glace quelque part. Il fallait que vous accompagniez votre mère qui vendait les beignets. Voilà, vous partez, vous vendez aussi. Le soir, vous revenez, on vous prépare un petit foufou, vous mangez. C'était une mère qui s'est battue beaucoup. Mon père a eu son premier travail, son deuxième travail. Et finalement, il s'est décidé de ne plus travailler. Bon, il est allé dans ses affaires. Et nous sommes restés à côté de cette mère-là qui s'est beaucoup battue, beaucoup,
pour qu'on ait même nos diplômes d'État, pour qu'on ait une vie normale comme tous les enfants du quartier. Parce que c'est chez nous, les braseros s'allumaient en dernier. On était dans une parcelle de beaucoup de gens. Chez les autres, à 12h, à 13h, ils pouvaient déjà allumer les braseros et manger. Mais nous, on était allés chercher avec notre mère. Si je suis de l'après-midi à l'école, le matin, je pars, je rentre à 11h, je me lave, je vais à l'école. Et les autres du matin, ils viennent, ils prennent le relais. C'est comme ça qu'on a vécu avec mes frères et sœurs autour de notre maman qui faisait un effort pour que on trouve juste à manger les soirs. Et les études, c'était les études où on te chasse de l'école. Tu es brillant à l'école. Moi, je me rappelle, il y avait même des enseignants. J'ai eu un enseignant qui a pris en charge mes études pratiquement pendant une année. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que j'ai fait 3 jours, j'étais pas à l'école. Il est venu chez nous. On l'a dit, bon, voilà, on attend de trouver l'argent parce que vous l'avez beaucoup chassé. Il a dit à ma mère qu'il vienne à l'école. Je sacrifie mon salaire pour qu'il participe aux cours. Parce que lui, s'il est en classe, je sens que tout va bien. Monsieur Alex, j'ai perdu toutes ses traces et je pense qu'il pourra me reconnaître. Donc, s'il suit cette émission, il pourra me reconnaître. C'était en 4e primaire. J'ai fait cette année-là et c'est l'année où j'avais fait beaucoup plus de points de tout mon cursus scolaire. J'ai fait 97,8% à la fin de l'année. Et les deuxièmes de la classe n'avaient que 68%. Wow. Comprenez l'écart. Donc, l'école m'a pris comme un enfant gâté. L'année prochaine, j'ai commencé. Bon, bien qu'on payait, on ne payait pas, mais j'ai quand même évolué comme ça jusqu'à ce qu'on a fini ces cursus-là. Et puis, bon, voilà. Je me suis décidé, après mon diplôme d'État, je suis revenu à Lubumbashi. J'étais déjà grand. Je suis revenu pour mes études universitaires. Eh ben voilà, j'ai fini, j'ai eu le goût de la radio, j'étais encore élève, je pense en 6e ou en 5e des humanités, pour revenir à ta question là. Et Hervé, juste avant qu'on ne parle de la radio, quand on revient un peu en arrière, on sent dans l'histoire un moment où on ne parle que des mamans, on ne parle plus des papas. Est-ce que papa s'était indisposé dans ses parcours? Mon père, il est là, il est vivant, je l'aime beaucoup et je l'honore. Il a 76 ans aujourd'hui. Mais à un moment, bon, il a tout essayé. Il a essayé, ça ne tenait pas. Il a essayé de gauche à droite, ça ne tenait pas. Essayer de travailler ici, et puis bon, voilà. Et maman s'est dit, je peux pas lâcher. Tu vois, il y a des moments où un père peut se fatiguer. Voilà, il y a ses frères qui sont là, ils vous viennent en aide. Il y a papa qui décide d'aller chercher. Il va peut-être dans un coin où il fait 1 mois ou 2 mois. Pendant ces temps-là, vous n'avez pas ses nouvelles. Il n'y a pas de téléphone et c'est maman qui est là. Papa, lorsqu'il revient, il ramène ce qu'il a aussi trouvé. Ça vous aide. 1 semaine après, il est obligé de repartir. C'est son suite. Donc, nous avons vécu un peu dans ces... voilà. Donc, maman, si je parle beaucoup d'elle, bon, c'est pas dire que je l'aime beaucoup plus que mon père. Tous deux sont mes parents. Mais j'ai beaucoup plus vécu avec ma mère à mes côtés jusqu'à la garder aujourd'hui. J'ai fait exprès d'être avec elle aujourd'hui. Pour prendre soin d'elle, oui. Voilà. Alors Hervé, revenons à Lubumbashi. Tu reviens dans le Haut-Katanga à cette époque. Comment tu te refais la vie dans cette ville qui t'avait carrément expulsé, si on peut le dire ainsi? Bon, écoutez, on était encore enfants. C'est quand on grandit qu'on nous raconte ce qui s'était passé. Mais moi, j'ai quand même l'image de toutes ces histoires. C'est pourquoi permettez-moi de le dire au travers de votre micro. Quand je vois les gens commencer cette histoire de tribalisme, commencer cette histoire de bruit entre tribus, entre régions ou quoi, j'ai très mal parce qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils ne savent pas à quoi ça peut finir aujourd'hui. Comprenez qu'une entité décide de vous chasser pour que vous ayez dans votre entité. Donc, ceux qui connaissent l'histoire le savent. Je ne veux pas ici remuer les plaies parce qu'il y a des gens qui sont blessés jusqu'aujourd'hui. Et les Katangais et les Kassans. Je ne parlais pas d'un côté. Donc, on a vu des histoires s'arrêter. On a vu une crise entrer dans cette province. On a vu des gens mourir.
Moi, personnellement, heureusement que mon père était cadre. Lorsqu'on est allé prendre le train à la gare, j'ai vu de mouches que je n'avais jamais vues dans ma vie. Il y avait des gens qui mouraient, il y avait des enfants, on me parle de la dysenterie, il y a des gens qui attendaient les trains de milliers et de milliers. Heureusement, nous, on était privilégiés. Votre papa, il arrive, on fraye un chemin, on crée un train là, un train de militaires qui partait, et puis vous trouvez un compartiment libre et vous partez dans des bonnes conditions. Moi, j'ai vu les trains s'arrêter tout au long du parcours. On arrête le train par des sifflets. Papa, il y a quelqu'un qui meurt. On sort quelqu'un du train, on creuse là-bas, on l'enterre, et puis on est parti. Il y avait des gens qui mouraient de faim. Wow. Nous, quand on pouvait manger, on voyait des vieux papas venir nous demander. Il y a ma grande sœur Mimi qui était là, en train de donner des petites histoires à tous ces gens-là. Donc, j'ai cette image qui me revient en tête et je me dis, ceux-là qui parlent aujourd'hui du tribalisme, vous allez partir, vous, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent, parce que la suite est immaîtrisable. Personne ne peut maîtriser cette tragédie. Donc, je suis revenu à Lubumbashi. J'étais déjà grand, plusieurs années passées. Voilà, je suis arrivé dans ma famille, chez mon oncle. C'était une vie normale. Je commençais les études, j'ai bien étudié, j'ai fini, voilà. Et puis, à un moment, il fallait entrer dans la vie active. Et puis, à quel moment tu découvres ta passion du journalisme, ton amour pour la télé? Je l'avais eu quand j'étais encore en Bujimaï. J'ai suivi quelques personnes qui m'ont donné le goût. Et d'ailleurs, je me faisais inviter dans pratiquement les émissions des jeunes où je pouvais participer. Des émissions genre des génies en herbe, des émissions où on parlait des sujets de jeunes, la vie scolaire au fait. Donc, j'ai eu le goût au travers Nico Kalambaï qui est à la Voix de l'Amérique, je pense. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Il y a aussi d'autres personnes. Bon, je ne saurais pas citer tout le monde. C'est dès là que j'avais pris le goût, mais j'avais vraiment pas travaillé comme journaliste. J'étais encore élève. Je me suis dit, bon, on ne peut pas m'embaucher comme élève. C'est en étant ici à Lubumbashi, quand j'ai fini mes études, j'ai eu les rêves, comme tout le monde, de partir en Afrique du Sud. Ça, les jeunes de cette époque-là, il fallait partir en Afrique du Sud parce que c'est là-bas qu'il y a une bonne vie, voilà. Par influence des amis, ainsi de suite. J'ai décidé de partir. Je pars, je me retrouve à Kasumbalesa, où il fallait qu'on passe une nuit et pour repartir demain matin. Vers l'Afrique du Sud. Vers l'Afrique du Sud, via la Zambie, tout ça. Avec un passeport qu'on avait, je sais pas, fabriqué par les gens qu'on appelle Tindiker, tout ça. Et ce soir-là, on est sorti avec des amis. J'avais l'argent dans mon petit sac. Ça, c'est une autre triste histoire. Bon, elle n'est pas triste parce qu'elle m'a retenu au Congo. Je pense qu'il fallait que je reste. Je laisse les petits sacs où il y avait l'argent et les passeports. Je prends juste les miettes parce qu'il fallait qu'on aille manger et passer un peu de l'air en attendant la nuit pour dormir. Et voilà que je reviens à mon hôtel un peu plus tard. C'était un petit hôtel là de fortune. Et voilà, je trouve que ma porte était ouverte. On a cassé la porte. On a volé la valise et les petits sacs où il y avait l'argent et les passeports. Wow. J'ai commencé à pleurer. J'étais pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi. Chez moi aussi, on était pratiquement à 2 ou à 3 sur un groupe de plus de 30 personnes. Et le matin, les Tindikers viennent, ils réveillent les gens. Tokende. C'était très tôt, vers 6 heures. Et voilà, et Hervé il était en train de pleurer. Passeport, Batikala. Il a employé un terme là, il a dit Baza quoi, Baza n'a mis pas famille. Genre ils ont les liens de famille qui le retiennent. Ils veulent pas partir dans un pays où on pensait que c'était le Eldorado. Donc je suis resté à Kasumbalesa. Et voilà, ma famille ne voulait pas que je parte. Voilà, je voulais partir pour surprendre ma famille un jour. Voilà, vous refusiez, mais regardez-moi aujourd'hui. J'ai eu honte de rentrer chez moi. Ça, c'est vrai. Je suis resté à Kasumbalesa. Et c'est là que j'ai commencé ma vie active. Et là, à Kasumbalesa, tu étais allé pour le transit. Maintenant, l'incident veut t'égarder à Kasumbalesa. Tu n'as pas de travail. Pas de famille. Pas de famille.
Comment tu fais pour survivre dans cette ville où tu n'as aucun appui, tu es juste là, sans argent, sans passeport? Dans ma honte, là, je surmontais beaucoup de choses. Parle-nous de ça. J'avais pas de maison. Vous voulez tout savoir, hein? On a le temps, Hervé. Si cela peut motiver quelqu'un qui se retrouve dans la même situation, alors parle-nous. Comment tu fais pour te relever dans cette ville? La vie est dure. Il faut vraiment, il faut se battre dans la vie. J'étais déjà grand, plus de 20 ans. Je me suis dit, si je rentre chez nous, ben voilà, on va se moquer de moi. Et puis, je suis resté là-bas. Je commençais à travailler. Tous travaux. Je pouvais pas déjà commencer à la radio parce que je connaissais aucune radio. Je n'avais jamais fait des émissions comme ça, moi-même comme ça. Alors, j'ai commencé à faire les tout travaux. Je vais à la douane comme tout le monde. Je trouve quelque chose, un petit travail, je fais. Je trouve de quoi manger, je mange. S'il fallait payer l'hôtel, je paye. Et il y avait des dettes qui s'accumulaient à l'hôtel. Je n'avais pas de moyens pour payer. J'étais obligé d'empirer la situation et j'ai habité dans un dépôt de maïs. Pour ceux-là qui connaissent Kasumbalesa, à Bilanga. C'est là-bas qu'on faisait nos petits travaux et voilà, on s'est débrouillé et puis vers le soir, on se lave, on dort là-bas sur les sacs de maïs, sur les sacs de ciment, sur les sacs de maïs. L'essentiel est que je trouve où poser la tête et le matin, je me réveille, je travaille. Je me réveille, je travaille. Il est arrivé une fois que je suis tombé sérieusement malade et tout le monde m'avait demandé de rentrer chez nous, tout ça. Ben, j'avais déjà repris contact avec ma famille. On pouvait parler. Je les avais rassurés que tout allait bien, j'étais bien. Et après cette période-là, je rencontrais un ami à moi avec qui on avait étudié à l'époque. Il était déjà serviteur de Dieu. Il m'a invité chez lui. Dans l'état où il m'avait vu, très malade, il m'a dit, viens chez moi, je vais t'assister avec la prière et aussi que tu suives tes soins. Je suis resté chez lui. Il m'a fait entrer dans la prière. Il m'a amené à l'hôpital. J'étais soigné. À un moment, je me suis dit, quelque chose m'est venu dans la tête vers le soir. J'étais là en train de suivre la radio. Et c'était la radio Deo Gracias. J'ai suivi quelqu'un en train de parler à la radio. C'était genre une animation libre d'antenne. Je l'ai vraiment suivi jusqu'à la fin. Les gens appelaient, ils pouvaient demander leurs chansons, ainsi de suite. Je me dis, c'est ça. C'est ça que je veux faire aussi. Je sais le faire. J'ai quand même appris ça et je vais faire ça. C'était au mois de septembre 2007. Le matin, je me réveille, je paye un papier duplicateur. J'ai dit à la femme de mon ami là que je vais aller postuler dans cette radio-là. J'ai fait une demande d'emploi, J'ai fait, sur mon CV, il y avait pratiquement rien à part les études. Il y avait pas cette histoire d'expérience ou quoi. Mais j'ai quand même mentionné que j'étais un habitué de radio et télé quelque part où j'étais. Donc, je dépose cette lettre. J'avais pas de téléphone. Il fallait commencer à passer pour demander la suite. Tu passes, tu demandes. On me dit que le directeur, il vient généralement le soir. Présente-toi à 17h. Aujourd'hui, on fera tout pour que tu le voies. Après pratiquement une semaine, j'ai rencontré le directeur, Alain Ilunga Lessarma, paix à son âme. Je le trouve assis à côté de lui, le directeur de programme, Dieudonné Moreau, et d'autres personnes qui étaient là. Ils essayent de me poser quelques questions. Je réponds. Mais ils me disent, tu préfères la production, la rédaction? Je dis, je préfère trop la production parce que la rédaction, c'est encore beaucoup de choses. Écoutez ce qui s'est passé. C'est une histoire vraie. Ils m'ont posé des questions, mais ils m'ont pas fait le casting à 9. Ils m'ont dit, il est 17h15. Tu passes à l'antenne, tu nous fais une animation de 15 minutes. On va voir ce que ça donne. En direct. En direct. J'ai dit, les liens de famille continuent à me suivre jusqu'ici. Et si je faisais la bourde au micro, qu'est-ce que ça va donner? J'avais un cœur qui battait vite. Je me suis concentré. Je suis allé voir les régisseurs. J'ai demandé un instrumental. J'ai dit, on communique.
Si je fais ça, tu baisses. Si je fais ça, j'avais quand même cette image. Voilà, c'est des choses que j'ai appris. Je passe à la radio, je commence mon animation et eux étaient en train de me suivre là-bas. C'était pour 15 minutes. 5 minutes avant, je vois les directeurs de programme entrer de l'autre côté de la baie vitrée, à la régie. Il me fait signe. Je sors, je le rejoins et il dit, on t'ajoute, tu peux aller jusqu'à 17h55, le temps que le journal commence à 18h juste. Il m'a pas dit que c'était bon. Mais moi, quand je suis rentré au studio, je me suis dit, ces gens m'ont donné 15 minutes et ils viennent, ils ajoutent encore. C'est donc, que ça va quand même. C'est bon, c'est bon. Et on m'a même permis d'ouvrir les téléphones. Et les gens appelaient. Le même jour. Le même jour. Où les directeurs t'ont reçu. Le même jour. Les gens ont commencé à appeler. Je demande telle chanson. OK. J'appelle depuis tel quartier. OK. On met la chanson, j'anime. On met la chanson, j'anime. Je sors du studio. Le directeur, j'ai compris ces jours-là, il voulait même me faire un câlin, mais j'ai compris qu'il avait beaucoup de charisme. Il me serre la main, il me dit, assis-toi. Il a dit, bienvenue dans notre famille Deo Gracias. Tu fais partie de la maison, mais on ne te prend pas seulement pour la production. Tu vas faire la copénétration. Donc, tu seras et à la rédaction et à la production. J'ai dit merci. Je suis rentré chez mon ami qui était en voyage. J'ai dit à sa femme, voilà, on m'a embauché. Elle n'acceptait pas parce qu'elle m'avait pas suivi. Alors, je commençais à aller chaque matin, on m'a programmé, et voilà, tout le monde posait des questions. C'est qui celui-là? Il est venu d'où? Et 2 semaines après, on me demande de faire un cahier de charge pour demander une émission. Il y a mon directeur général qui m'a aidé à concevoir une émission où je pouvais recevoir les célébrités, les gens qui viennent parler d'eux, et l'émission s'intitulait « Parle-moi de toi ». On m'a donné cette émission. À cette époque, il n'y avait pas de télé à Kasumbalesa et avec la radio. J'ai travaillé à la radio avec « Parle-moi de toi ». J'ai travaillé, j'ai convaincu, je commençais à me faire un nom, j'ai payé un petit téléphone. Je savais avoir, comment on dit, dans l'émission, je pouvais faire des mabanga et quelqu'un, il vient, il t'appelle, passe au bureau, on te donne un petit $10. Voilà, je commençais à construire ma vie de cette façon. Les gens m'ont découvert à Kasumbalesa jusqu'à ce que je me suis installé. Voilà, je suis devenu moi. Hervé, qu'on connaissait, Hervé, qui pouvait faire des reportages et gagner quelque chose. Donc, et par la suite, la télévision est venue avec la KRTV, c'était en 2011, où on a été sollicité quelque part par monsieur Guy Seta, qui est député national aujourd'hui. On est allé à Troyes, on venait de Deo Gracias, on est allé dans cette radio pour la commencer. La télé maintenant. La télé et la radio. Kasumbalesa radio et télévision. Voilà, il nous a parlé de sa vision et puis bon, lui n'était pas du domaine. Nous, comme on était du domaine, c'était moi, mon ami Manasseh Von Lili et Carlos Kazumba. En premier lieu, les amis ont commencé à se disputer les postes, qui allait devenir DG, qui allait faire ça, tout ça. On a fait cette structure-là, on a monté les émetteurs, on a installé tout ce qu'il fallait. Bon, c'était pas une télévision très professionnelle, avec des matériels de fabrication locale, ainsi de suite. On a bricolé, mais ça fait quand même une télé à Kasumbalesa. Et on a commencé. Ça fait parler d'elle, et puis c'est parti dans tous les sens. On a embauché les gens, et Dieu merci, vers 2013, je deviens DG de cette chaîne-là. Et puis, en étant DG de la chaîne, je deviens aussi correspondant de Malaika Télévision à Kasumbalesa. Là, les histoires étaient déjà très bonnes. J'étais très bien avec ma famille. J'ai gagné l'argent. Je pouvais envoyer à mes parents quelque chose, à mes frères et sœurs. Donc, et à ce moment, le principal n'existait pas encore. Le principal. À ce moment, on n'était que sur Hervé. Non. Ah, ok, vous me rappelez. En étant à Deo Gracias, dans le réunion qu'on faisait avec le directeur général, parce que lui-même, il s'appelait Alain Ilunga Lessarmo. Il nous a dit, bon, dans le média, il n'est pas interdit de se créer un surnom, un sobriquet, quelque chose qui accompagne votre nom. Ça fait aussi du bien si les téléspectateurs ou tes fans
t'appelle par ces surnoms-là, ça fait du bien. Alors, allez-y réfléchir. Moi, déjà, je m'appelle Les Sarments. Il a donné l'essence du sarment. Je pense que vous comprenez. Bon, voilà, on est parti raisonner. Moi, je me suis dit, waouh, je deviendrai qui? J'aimais beaucoup les journalistes ici, David Pujadas, qui était l'autre fois à France 2. J'ai dit Hervé Pujadas. C'est déjà un nom connu. Un jour, si je suis aussi connu, on dira que j'ai volé son nom et puis bon, c'est pas bon pour moi. Il y avait un garçon dans mon quartier quand j'étais encore élève. Il était tout beau, charismatique, un garçon de bonne vie qui s'appelait Principal. Alors, chaque fois que je le voyais, parce qu'il n'était pas mon ami, il était l'ami de mes proches, chaque fois qu'on parlait de lui, Principal, j'ai dit, mais pourquoi il s'appelle Principal? Pourquoi? J'ai retenu ce nom-là plusieurs années plus tard. En réfléchissant sur mon surnom, je me suis rappelé de ces gars-là. Principal. Ah, donc moi, je deviens le Principal. Hervé Kalonji, le Principal. Ah, ça rime, ça fait bien. Je rentre. J'ai dit à mon DG, voilà, j'ai trouvé un surnom, le Principal. Ah, mais comment tu vas définir ça? J'ai dit, non, moi, j'étais toujours un garçon comme ça. J'aime pas des raccourcis, j'aime pas aller gauche à droite, j'aime bien être sur la Principale. Ah oui, hein, il faut bien défendre ça, il faut que ça tienne. Alors, aujourd'hui, ça tenue et ça porte même mon entreprise. Le Principal. Alors, tu décides à un moment donné de quitter Kasumbalesa pour Lubumbashi, toujours dans le même domaine, où tu travailles cette fois-là avec Malaika directement. Comment s'est passée cette transition pour toi? Alors, j'étais là, animateur, j'ai créé mon émission Route Principale au début de la télévision, là. Il y a un nom que j'ai tiré aussi, je voulais que ça puisse rimer avec mon surnom qui était venu avant. Donc, correspondant de Malaika, j'ai couvert tous les événements de Kasumbalesa que j'ai diffusés sur Malaika. Et voilà, il y a eu de petits soucis entre moi et l'employeur de Kasumbalesa. Et là, il fallait que je prenne une décision. Je me dis, si je dois quitter cette chaîne, c'est pas pour travailler dans une autre chaîne d'ici. Parce que, excusez-moi, c'est pas par orgueil que je le dis, on avait déjà placé la barre très haute. On était vraiment, vraiment très, très connus. Jusqu'à aujourd'hui, si je suis à Kasumbalesa, excusez-moi, bien que j'ai quitté là-bas depuis 2015, mais vous sentez que vous êtes toujours dans les têtes et dans les cœurs des gens qui continuent à vous connaître. Eh ben donc, il fallait que je quitte. Comme j'étais déjà fils de Malaika, mais pas comme agent effectif, je partais à Malaika régulièrement. J'ai rencontré tout le monde, j'allais donner les images, je faisais des reportages, on me corrigeait, et puis j'étais vraiment en famille à Malaika. Alors, j'informe à mon DG à Lubumbashi, je dis, ben voilà, j'ai décide de changer de milieu. Je dois travailler à Lubumbashi, je suis fatigué de Kasumbalesa. Il m'a dit, passe me voir. Je suis allé à son bureau, je l'ai vu, voilà, il m'a recommandé chez le directeur Jean-Luc Capent, voilà, encadré Hervé. Comme j'étais beaucoup plus habitué au niveau de la rédaction, on m'a pris à Malaika comme journaliste de la rédaction. Et voilà, je commençais à travailler, je faisais mes papiers, je faisais mes reportages. Le temps pour moi de m'imprégner parce que j'ai trouvé Malaika qui était une chaîne très professionnelle sur le plan matériel, sur le plan agent, vous comprenez? Donc, c'était un développement avancé par rapport à ce que nous, on faisait là-bas. Mais tout en étant vacciné, avec mon courage, l'amour du travail, je n'ai pas traîné pour être aligné ou pour être considéré. Donc, j'avais une famille qui m'avait très bien accueilli et ils m'ont très bien encadré. Et c'était parti. Ils m'ont appris ce que je ne savais pas. Et puis voilà. Et puis, c'était parti. Présentateur du journal à la radio. Quelques mois après, présentateur du journal télé, 12 heures. Et puis, le 20 heures. Voilà. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la production parce qu'il y avait mon truc là-bas. Moi, c'est l'animation, les émissions, tout ça. À un moment aussi, Fabrice Fabala qui a empêché, il fallait trouver quelqu'un pour le couvrir. Voilà, Hervé, est-ce que tu sauras? Phase retour, je peux. Tu pars, tu enregistres l'émission, on apprécie, ça passe. Bobo Bois qui avait dit T-Music, s'il est empêché, on prend Hervé. À un moment, il fallait présenter Relax Info.
cherché à trouver un présentateur parce que tout le monde presque était empêché. Hakim Godin, c'est les Christianes. Et puis, voilà, on a pointé sur Hervé le principal. Le jour que j'ai pris les plateaux de Relax Info, c'était une émission qui passait en direct. Alors, tout le monde avait croisé les doigts pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et c'est ces jours-là que je me suis confirmé à Malaika et Talalelo. Un ensemble d'expériences, Hervé. Tout à l'heure, je vais te demander de nous parler de toutes ces émissions que tu as eu à faire. Quelle émission a le plus impacté, changé ta vie sur tous les plans, carrière, vision? Mais avant ça, aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression de journaliste. Est-ce que dans notre concept congolais actuel, peut-on dire que le journaliste aujourd'hui ont cette liberté d'expression? Bon, la liberté d'expression, elle n'est pas vraiment au top comme on les souhaite. Nous sommes dans un monde où on veut que tu sois soit de gauche ou soit de droite. Lorsque tu es centriste, les gens ne savent pas bien t'identifier. Soit tu fais mal au camp droit, soit tu fais mal au camp gauche. Et voilà, si tu es parce qu'il y a des journalistes qui ont déjà décidé d'être carrément de droite dans l'opposition ou carrément de gauche dans le pouvoir. On doit chanter pour le pouvoir. Et vous qui voyez les choses autrement, vous qui faisiez des analyses objectives et centrées, par moments, vous êtes dérangés. Heureusement, moi, dans ma carrière, en tout cas, je sais que beaucoup de journalistes sont tombés dans les délits de presse, dans les diffamations, imputations dommageables. Surtout, nous qui avons l'esprit engagé dans ces métiers. J'ai été interpellé, je pense, une seule fois. J'étais encore à Kasumbalesa. J'étais en train de dénoncer un monsieur qui vendait les laits en liquide, les laits en carton. J'avais payé une fois chez lui un carton de lait qui était avarié. Ben voilà, je suis allé pour avoir ses explications. Il était tout orgueilleux qu'il était. Moi, j'en ai fait une émission, voilà, parce qu'il fallait réveiller les gens, aller jusqu'à citer son alimentation, tout ça, vous savez, bon. Et ça t'a coûté? Ça m'a coûté. J'ai été interpellé au tribunal de Kipushi, condamné, et puis on est allé en appel. J'avais quand même eu l'assistance de l'ONG JED, journaliste en danger, Assado, qui avait envoyé ses avocats, tout ça. Et puis c'était parti comme ça. Mais le reste de ma vie, je suis jamais tombé dans ces genres de reproches ou d'interpellations. Donc, on fait un effort pour s'adapter au rythme du pays. Il y a par moments où vous êtes devant une vérité, vous dites, vaut mieux que je ne la dise pas. Parce que dans ces métiers, on nous demande de dire la vérité, rien que la vérité. Toi-même, tu sens avec, tu vois, la clause de conscience qu'on nous parle même dans le code d'éthique et déontologie journalistique. Tu te dis toi-même que ça, si je dis, ça sera pas potable pour un tel camp. Vaut mieux que je laisse et tu étouffes une information comme ça. Si tu t'es mis à dire, soit tu es dans une rédaction où ton rédacteur en chef ou ton directeur des informations dit, mais Hervé, tu penses que ça va aller, tu portes la signature de ces papiers. Si tu dis oui, mais écoute, suivant la ligne éditoriale aussi de la chaîne, on s'est dit, ça ne passe pas ici chez nous parce que toute maison de presse a une ligne éditoriale qu'on doit respecter. Donc, la liberté d'expression, la liberté de presse, bien que le président de la République essaye de nous rappeler chaque fois que nous sommes libres, nous sommes vraiment le quatrième pouvoir. Il a dit lors de son investiture en 2019, il a encore dit le jour de son point de presse ici à Kinshasa devant les journalistes, il a rappelé les journalistes à être professionnels pour que nous en fassions vraiment un véritable quatrième pouvoir. Je sens que nous sommes encore dans une zone où il faudra très bien contrebalancer les choses aujourd'hui, pour ne pas être inquiété, surtout qu'on ne rassure pas vraiment nos familles. Aujourd'hui, Hervé, on se rend compte que les journalistes qui veulent survivre doivent nécessairement faire partie d'un parti politique ou défendre un homme politique. On est en train de perdre les journalistes qui informent et qui sont impartials. À votre avis, à ton avis, à toi, cela est dû à quoi? Et quelles sont les propositions, les pistes des solutions en quelques mots que toi, tu peux proposer pour cela? Je vais aller sur 2 ou 3 volets. Le premier volet, c'est la pauvreté. Parce que vous travaillez dans une maison de presse où on vous paye ou on ne vous paye carrément pas. Et c'est les bénévolats.
où on vous paye à peine $100, 2 mois après, on te paye, et puis voilà, tu regardes, tu as une famille, tu as une femme, tu as les enfants. Comment vivre avec cet argent? Donc, on doit courir derrière quelqu'un. On sait que l'image que les politiciens nous donnent aujourd'hui en RDC, c'est l'image de personnes qui ont une vie aisée, qui sont bien assises. Et ben donc, si je travaille avec un politicien, je chante pour lui jour et nuit, et puis voilà, je gagne quelque chose. Et le deuxième problème, ce n'est pas aussi mal. Il y a ce que nous appelons en communication la communication institutionnelle. Donc, vous vous décidez pour communiquer pour une institution. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, je suis journaliste au gouvernorat de la province. Donc, je dois communiquer pour les gouverneurs. Maintenant, il y a nos confrères qui en abusent. Vous pouvez communiquer pour quelqu'un sans faire les dialélos, sans attaquer l'autre camp. Mais aujourd'hui, il y a des confrères qui pensent que pour que le boss me donne beaucoup plus de l'importance, je dois taquiner ses adversaires, je dois faire un papier qui va dans le sens de culte des personnalités. Et tout ça, ça perd la saveur d'une bonne presse dont nous voulons avoir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui préfèrent, pour ne pas travailler pour les politiciens, pour éviter toutes ces histoires-là. Parce qu'un politicien, il veut que tu puisses les louer et que tu puisses les glorifier. Tu ne jures que sur lui. Voilà, tu peux pas parler d'une autre personne, tu peux pas aller d'un autre camp, sinon tu n'es pas avec lui. Donc, ils mettent des gens dans une position où ils sont asphyxiés et obligés d'être avec eux. Mais une bonne communication institutionnelle peut se faire professionnellement, sans déranger d'autres camps, mais vous parlez de votre boss, vous parlez de votre institution, vous vendez une bonne image et les gens plutôt la consomment avec beaucoup plus de valeurs. Alors, tenant aussi des conditions de vie sociale de notre milieu, on est obligé de flatter pour avoir quelque chose. Je dois flatter Mardoché. Mardoché suit mon reportage. Hervé, ça là. Il y a même le président qui m'a appelé. Ça a été bien fait, hein. Voilà. Tu as tes 500, tu as tes $1000 et tu sais t'organiser chez toi à la maison. Donc, c'est cette condition de vie sociale qui nous met, mais si, bon, excusez-moi, mais il y a même des pays développés dans ce monde ici où la liberté d'expression n'est vraiment pas effective. Ne vous en faites pas. Il y a des journalistes qui perdent la vie parce qu'ils ont fouillé dans des dossiers qui font mal aux politiciens. Il y a des journalistes qui meurent sur les champs de bataille et puis tout ça. La liberté de presse, elle est garantie dans beaucoup de pays, mais il suffit maintenant de la responsabilité du journaliste, la clause de conscience. Qu'est-ce que je dois faire? C'est à mon avantage ou pas? Ma famille est où? Est-ce qu'elle est protégée? Elle est sécurisée? Vous vous posez toutes ces questions. Je pense que vous allez faire votre papier ou votre reportage, décryptage ou mise au point en toute responsabilité pour ne pas attaquer les gens qui vont mal se sentir. Alors, on va dire que chaque domaine a ses risques. Et le vôtre aussi a ses risques. Alors Hervé, il y a certainement un jeune quelque part que tu inspires énormément, qui est en train de faire plusieurs études pour devenir journaliste dans ces pays. J'aimerais que tu regardes ta caméra, Hervé, et que tu laisses un conseil. On a tellement de thèmes à aborder. J'aimerais d'abord que tu regardes la caméra et que tu laisses un conseil à ces jeunes qui t'écoutent aujourd'hui et qui rêvent de devenir comme Hervé. Il faut étudier, il faut aimer les études. Il faut vraiment aimer les études. Il faut bien apprendre ce que vous allez faire dans votre vie. C'est très important. Ne vous limitez pas à votre diplôme d'université. Il faut faire des recherches. Il faut participer aux formations professionnelles. Il faut lire. Il faut suivre les amis. Il faut suivre les autres. C'est lui qui fait bien, c'est lui qui fait mal. On ramasse partout et on s'est constitué une armée. Ben donc, le courage, c'est très important. Le courage doit vous caractériser si vous voulez réussir. Donc, moi, je suis le fruit de ce courage, de la persévérance, de l'écoute. Ayez l'essence d'écoute. Acceptez qu'on vous critique. Acceptez qu'on vous conseille. Prenez tout ce que les gens racontent sur vous. Même les côtés mauvais. Qu'ils ne vous affaiblissent pas, mais qu'ils vous donnent plutôt de la force. Là où les gens ont dit non, il a dit la papa au lieu de dire la maman, tout ça, on en fait des articles sur les réseaux sociaux. Ça vous affecte, oui, vous êtes humain, mais que ça vous rende plus fort.
allez apprendre encore davantage pour faire mieux. Dans ces métiers, si vous n'êtes pas critiqué, si vous n'êtes pas, si on ne discute pas autour de vous tout le jour, vous n'avancez pas. Il y a des gens qui ont commencé par orgueil, ils n'ont pas voulu écouter les autres, ils n'ont pas voulu écouter les conseils, ou ils n'ont pas voulu apprendre. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans la course, ils sont effacés. Mais il y a des gens qui tiennent, qui ont fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans. C'est la preuve du courage, de l'engagement, de l'amour de ce qu'on fait. Et voilà, les oreilles là, ça écoutera toujours. Même à 100 ans, les oreilles écoutent. Mais ce que vous écoutez, essayez de balancer l'essentiel, prenez. Ce qui n'est pas bon, je jette là-bas. C'est ce qui constitue notre force. Apprenez et prenez du courage. C'est vraiment l'idéal de ces conseils, de ces grands messages. Et Hervé, j'estime que tu es légitime de parler du courage. Maintenant qu'on a entendu ton histoire, on peut estimer que t'entendre parler du courage relève de ta légitimité. On va donc essayer de chuter avec ces podcasts que je n'ai pas envie de finir, malheureusement. Il faudrait bien qu'il y ait... Je n'ai pas répondu à une question. Allez-y. Quelle émission qui a marqué mon parcours? C'est ça? Effectivement, on revient sur cette question. Il y a l'émission qui a impacté sur ma notoriété. C'est l'émission avec Monsieur Moïse Katumbi. L'ancien gouverneur du Haut-Katanga. L'ancien gouverneur du Haut-Katanga, le président de Mazembe des Ensemble pour la République. Donc, c'est une émission que j'avais beaucoup cherchée. Quand j'ai commencé Route Principale en 2021, j'ai tout fait pour avoir les messieurs. Tu vas les voir où? Mais un jour, il m'a appelé. Et il était en pleine fonction à ces temps-là. Il était gouverneur. Non. Moi, j'ai fait l'émission avec lui en 2023. Il était candidat président de la République. Waouh. Quand il a annoncé sa candidature, avant de lancer la campagne électorale, je l'ai reçu. Bon, mon plateau était déplacé chez lui à la maison sur Lofoy. Comment s'est passée la petite histoire? Qui contacte l'autre? Qui va vers l'autre? Qui relance l'autre? Comment s'est passé votre quelque part, il était 21h, un certain jeudi, je reçois l'appel de mon vieux Nono Landou, qui ne m'appelle pas très souvent. Lui, il est chargé de communication du président Moïse. Il m'appelle pas très souvent et quand je vois son appel, je cours vite parce qu'autour de moi, il y avait les gens. Il m'a dit, Hervé, tu es où? J'ai dit, je suis quelque part avec les amis. Il m'a dit, il faut pas trop tarder parce que j'ai besoin de toi sur Lofoy demain à 9h. Le président Moïse te veut pour une émission. Je dis, waouh, le président me veut. Quel président? Il m'a dit, mais moi, j'ai combien de présidents? C'est à Moïse. Je n'en revenais pas, au fait. D'accord, vieux, je serai là. Prépare ton réalisateur et tout ce qui va avec. Présente-toi à la résidence. Je rentre où j'étais avec mes amis. Je n'ai dit à personne. J'ai sorti ma part des factures. J'ai mis dans la tasse. Je leur ai dit que je devais partir avec urgence à la maison. J'arrive chez moi. Il y avait ma mère. Elle revient encore dans l'histoire. Maman revient toujours. Celle-là, elle est partout. Maman, je te fais un clin d'œil. On te salue, maman. J'arrive chez moi. Je lui dis que maman, j'aurai émission avec Moïse Katumbi demain. Et elle a fondu en larmes. Je dis, toi? Je dis, ouais. Toi? Je dis, ouais. Elle a commencé à prier. Elle a prié pour moi. Elle a prié presque toute la nuit. Moi, je suis entré. J'ai dormi. Le matin, normal, j'ai préparé mon réalisateur, j'ai appelé mon directeur général de Malaika, j'ai appelé la directrice de programme, j'ai informé, on a préparé le matériel. Je suis arrivé à Lofoy et voilà, Monsieur Katumbi était là avec sa chemise bleue, avec des manches longues là, et on a fait l'émission. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce que cela avait représenté pour toi de voir que un candidat à la présidence t'a contacté pour passer une émission avec toi? C'est dans cette époque où Moïse était sollicité dans plusieurs médias du pays. Et il n'avait jamais accepté l'invitation. Moïse Katumbi, à l'époque, s'il voulait s'exprimer, c'est soit son conseiller en communication, Nono Landou, lui pose quelques questions, soit il fait venir les journalistes de TV5, de France 24, Al Jazeera, ils viennent chez lui 2 jours, ils organisent une interview et ils partent. Maintenant, la chance était tombée sur moi. Je me suis posé des questions avant que je ne réalise que je le méritais. Je me suis posé des questions, mais comment ça, moi,
candidat président de la République, un opposant d'étail de ces pays. Chercher Hervé Kalonji. Est-ce qu'il y a une raison? Il y a des gens qui m'ont fait réfléchir sur certaines raisons que je vais mettre de côté. Et après tout, je me suis dit, bon, je suis quand même Hervé le principal dans cette province. J'ai reçu des notoriétés. Dans les domaines culturels, j'ai reçu pratiquement toutes les grandes stars de ces pays. Dans le monde politique, bon, pas tous les grands, mais j'ai reçu quand même les grands. Mais pourquoi pas Moïse? Bon, cette tête dure-là est venue à moi, cette assurance-là. Ça donnait du courage, oui. Voilà, le courage, je me suis dit, bon, ça, c'est le résultat du courage. Et puis, je suis un enfant des dieux. Les enfants des dieux, ils tapent fort, ils tapent pas là. Donc, je commence par Moïse et je pense que très prochainement, je serai avec le président de la République ou avec d'autres présidents de ce monde ici. Eh ben, le courage est venu et j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, me présentant sur le plateau, bon, j'ai vu Moïse Katumbi. Oui, c'est Katumbi, les millionnaires qu'on nous parle, candidat président de la République. Donc, tout pouvait arriver qu'il devienne président. Donc, je pouvais aussi raconter une fois que le monsieur au sommet du pays, là, je l'avais reçu, je l'avais posé des questions et il était fâché à un moment, tout ça. Tu vois, j'écrivais une histoire. Quand je l'ai vu, il est venu, il était dans sa paillote. Avant qu'on commence l'émission, il m'a salué. Ah, monsieur Kalonji, ça va? Il dit très bien, président. Ah, ok, sentez-vous à l'aise. On s'est installé, il est entré dans la maison, il est sorti. Bam, commençons l'émission. C'était une émission normale. Peut-être les gens ne vont pas croire, ils vont parler peut-être de panique ou de quoi. Excusez-moi, j'ai eu à paniquer devant certaines personnes, des émissions comme avec les gens comme les Koffi Olomide, les gens comme les autres, mais devant Moïse, ce jour-là, j'ai senti un charisme et une tranquillité dont vous n'avez pas idée. J'ai fait une très belle émission, une émission qui était prévue pour 15 minutes, mais on est allé au-delà d'1 heure du temps. Donc lui-même aussi avait aimé. Et je pense que c'est l'éthique même des bons échanges, des bonnes émissions. La nôtre était aussi prévue pour 1 heure. On a dépassé justement parce que c'était inspirant. Alors Hervé, rapidement on va finir parce que moi j'appelle choisis ton camp. Alors tout à l'heure je vais te poser une suite des questions. Sans réfléchir, tu réponds et tu choisis ton camp. Sans réfléchir. À peine la question finie, à peine on a besoin d'écouter une réponse. Alors est-ce que tu es prêt? Choisis ton camp, Hervé. Foi ou conviction? Foi. Discipline ou motivation? Discipline. Vérité ou sécurité? Sécurité. Courage ou prudence? Courage. Passion ou argent? Passion. Liberté ou stabilité? Stabilité. Silence ou dénoncer? Dénoncer à fond. Respect ou popularité? Respect. Risquer ou regretter? Risquer. Se battre ou abandonner? Se battre. Hervé le principal, c'était un grand plaisir de t'avoir reçu dans Afrotalk. Il y a tellement de points qu'on n'a pas épulchés ensemble. J'espère que tu nous feras l'honneur de revenir encore sur ce plateau pour qu'on ait le temps d'échanger encore plus. On sera toujours là. Merci, je suis très honoré. Merci, j'ai aimé la qualité de l'émission. Une bonne réalisation et une profondeur dans les questions. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On est toujours là, on a toujours des choses à dire. Donc on a sauté beaucoup d'étapes, mais on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Bon courage à vous et bon vent. Merci. Alors, comme vous le savez, vous êtes très nombreux à vous ajouter sur notre chaîne, à vous abonner. Nous vous encourageons. Donnez-nous la force. Abonnez-vous. Activez les cloches de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est succulent, c'est motivant, c'est inspirant. Alors, suivez-nous aussi sur tous les réseaux, TikTok, Facebook, Instagram. Mais les intégralités sont publiées sur la chaîne officielle YouTube Afrotalk 2. Vous le savez déjà, ce que vous entendez ici, vous ne l'entendrez nulle part. Alors, écoutez et surtout, tâchez à prendre des décisions qui changent vos vies. Et moi, je dis à Hervé, merci et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.